Amis des sondes de courant, bonjour. Je vous ai déjà montré plusieurs fois des sondes différentielles. Les sondes différentielles permettent de mesurer soit des tensions relativement importantes, mais surtout des tensions qui n'ont pas de point commun avec la masse de l'oscilloscope. Mais mesurer des tensions, c'est bien, mais mesurer des courants, c'est pas mal aussi. Et je vous avais déjà aussi des fois montré des sondes de courant, mais dans la mesure où je vous avais déjà montré dans la famille des produits Mixig les sondes différentielles, je vous avais déjà montré deux modèles que j'avais plutôt bien appréciés. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de vous montrer, je veux dire justement, une sonde de courant qu'ils commercialisent. Alors, nous allons la découvrir ensemble et puis l'essayer et regarder un petit peu comment elle fonctionne. Alors voilà, c'est livré dans ce carton. Et à l'intérieur, un petit peu comme les autres sondes, nous avons cette mallette de transport qui est très solide, sur lequel on voit justement la sonde, par exemple, utilisée avec le même oscilloscope que je vais utiliser pour vous la montrer. Et ces petits oscilloscopes à écran tactile que je vous avais montré. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand on ouvre cette mallette? C'est très simple. Donc on y trouve cette carte de garantie qui fait aussi certificat de calibration. Et on voit que ça a été fait à Noël, le jour de Noël, le 25/12/2019. Donc on voit que c'est plutôt du flux tendu. Et à l'intérieur, nous avons ce câble, un câble USB A vers B. Et ce câble, il va servir à alimenter la sonde. En gros, comme je vous l'avais déjà montré sur les autres, l'idée, c'est que cette sonde, pour éviter d'utiliser des piles, s'alimente sur n'importe quelle source USB, mais éventuellement, bien sûr, sur l'oscilloscope, vu que l'oscilloscope fournit une sortie USB, donc qui peut être utilisé aussi comme alimentation. Donc ce câble, c'est un câble tout à fait classique, et la sonde en elle-même. Alors on va la regarder d'un petit peu plus près. On peut voir que cette mallette est vraiment très bien faite, très bien rembourrée, et ça c'est plutôt une bonne chose, surtout que souvent on utilisera ce genre de sonde sur le terrain. Par contre, on peut voir qu'il n'y a absolument aucune documentation, et comme ça se fait généralement maintenant, c'est une documentation qu'on peut très facilement télécharger sur le net. Alors regardons un petit peu cette sonde de plus près. Donc, elle se compose de ce boîtier qui, comme on le voit, ça a quelques commandes dessus. Ici, une sortie USB qui permet éventuellement d'alimenter une autre sonde, ou de quand même utiliser la sortie USB de l'oscilloscope. C'est-à-dire que le fait d'utiliser la sonde, vu qu'on va utiliser la prise USB de l'oscilloscope, ça permet quand même, par exemple, de faire des copies d'écran, des trucs comme ça. Et on peut voir à cet endroit-là, l'entrée B, justement, qui sert à l'alimenter. Comme on va le voir, les contrôles sont vraiment très simples. Cette sonde a deux gammes de mesures, jusqu'à 10 ampères ou jusqu'à 100 ampères. Donc on peut dire que, voilà, on va le voir qu'au niveau de l'oscilloscope, ça correspond à 1 x 10 x 100. Et on passe d'une gamme à l'autre en appuyant ici sur les boutons. Et ensuite, ça c'est propre à toutes ces sondes à effet Hall, il y a un réglage de 0, donc soit automatique, on appuie ici sur le 0, soit on peut le faire ici manuellement. Donc là, on a ce câble équipé d'une BNC, donc on viendra brancher directement sur l'oscilloscope. Alors, je vais vous le montrer avec un oscilloscope Mixig, mais ça peut marcher avec n'importe quel oscilloscope qui est très standard de 1 mégohm. Vous pouvez très bien utiliser cette sonde avec tous les oscilloscopes, il n'y a aucun souci. Et là, on peut voir qu'il y a cette espèce de de scratch, et on va retrouver la sonde en elle-même, qui se comporte comme ça, comme une pince. Sachant que l'idée, c'est que quand on veut mesurer le courant dans un fil, voilà, il suffit de le faire passer à l'intérieur. Alors, j'en avais déjà parlé, tout ce système de mesure ça est basé sur le principe de mesurer le champ magnétique qui est, je veux dire, par les lois de la physique, généré par le passage du courant. Alors, il faut bien sûr, à l'intérieur, normalement, pincer qu'un seul fil. Si on pince les deux fils d'alimentation, par exemple d'un souplisseau, on aura une mauvaise mesure, vu qu'il y aura le courant qui rentre et le courant qui ressort qui s'annuleront. Un mot sur cette pince. Dans la famille des pinces de mesure, on va dire il y a un peu deux grandes familles. Celle qui comporte un petit peu comme un transformateur, c'est-à-dire qu'on considère le fil un petit peu comme le primaire d'un transformateur, et on vient fermer ici une seconde bobine, mesure le courant qui passe, c'est ce qu'on appelle un transformateur de courant, mais l'inconvénient de ces pinces-là, c'est qu'elles ne mesurent pas du tout le courant continu. Donc il faut déjà qu'on mesure un courant d'une certaine fréquence. Ce genre de pince, par contre, lui, va mesurer le courant continu dans la mesure où il utilise ce qu'on appelle un capteur à effet Hall, qui lui fonctionne même sur du continu. Et c'est pour ça qu'il y a ici ce sens. Parce que la polarité du signal de sortie sera, comme on va le voir, dépendante du sens du courant qui passe.
Donc voilà, cette pince, on peut dire qu'elle mesure aussi bien le continu que l'alternatif. Quand même, la première impression, parce que je la découvre aussi en même temps que vous, bah, elle est plutôt bonne, hein. Généralement, enfin, j'ai jamais été déçu par la qualité des produits Mixig. Et voilà, on voit que c'est pas du plastique, ça fait pas de cheap. Le design est, je trouve, assez agréable. Et voilà, c'est plutôt de bonne qualité, il n'y a rien à dire. Bon, les câbles sont pas de la super souplesse de la mort, mais enfin, bon, d'un autre côté, le câble ici, lui, est plus souple, et c'est lui qui compte. Et on voit qu'il est quand même assez long, ce qui permet éventuellement quand même de, sur le terrain, pouvoir travailler. Il faut bien voir que si on l'utilise justement avec les oscilloscopes tablettes Mixig, qui fonctionnent très bien sur batterie, ça donne une solution tout à fait mobile. Et ça peut être super intéressant, justement, vu que là, on voit que cette pince mesure des courants plutôt élevés, et on trouvera ça plutôt, je veux dire, dans l'électrotechnique, des commandes de moteur, des gros transfos, des trucs comme ça. Alors, regardons un petit peu les caractéristiques. Alors, très rapidement, cette pince existe dans deux modèles. C'est la CP 2100, elle existe en A et en B. La A va du continu à 800 kHz, la B monte jusqu'à 2,5 MHz. Mais à part cette différence-là, pour le reste, c'est quasiment identique. Le modèle que je vais vous présenter ici, c'est la A. Dans beaucoup de cas, c'est ce genre de courant, 800 kHz, c'est déjà, enfin, pour pas mal d'applications, suffisant. Mais en effet, si on veut travailler sur des choses plus performantes, des allumés découpage, on peut prendre la B, mais la B est bien sûr plus chère. Donc on voit qu'il y a simplement deux gammes, hein, de 0 à 10 et de 0 à 100 ampères, sachant qu'en gros c'est précis à 3%, plus ou moins 50 mA sur la gamme 10 ampères et bien sûr plus sur la gamme 100. Ce qu'il faut voir ici et se rappeler, c'est que cette pince est clairement faite pour mesurer quand même des courants relativement importants. Hein, d'ailleurs, ils disent bien qu'on peut mesurer de 50 mA à 10 ampères ou de 1 à 100 avec une précision déjà 3%, plus ou moins 50. En gros, hein, c'est ce qu'on va voir. Je veux dire, en dessous de 100 milli, c'est pas tellement utilisable. Donc, clairement, cette pince est destinée à faire des mesures de courant plutôt forts. Et si on veut mesurer des courants beaucoup plus faibles de ce qu'on peut trouver parfois en électronique, eh ben, voilà, faut pas prendre ce modèle-là. Il est vraiment fait pour ça. On voit qu'elle est catégorie 2 pour 600 volts. Alors c'est vrai que de toute façon, elle est complètement isolée dans la mesure où on voit que la pince n'est pas en contact galvanique avec le fil. Mais ça n'empêche pas que, voilà, il y a quand même des tensions de claquage et tout, donc il ne faut pas dépasser 600 volts. Le conducteur, on voit là, en gros c'est le diamètre de la pince, hein, c'est 13 mm. 13 mm, en effet, c'est déjà quand même un sacré beau fil. Bon, après, on va pas tout regarder. Je mettrai un lien sur la doc, hein, dans la vidéo, pour ceux qui voudraient plus de détails. Alors, il y a quelque chose qu'il faut regarder, et qui est assez commun à ce genre de choses, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un dérating. Hein. Passer une certaine fréquence, eh ben, le courant max mesurable, pour avoir une mesure juste, descend. Et ça, c'est lié à quoi? Bah, on retrouve ça un petit peu sur les ampli-op. C'est ce qu'on appelle un peu la bande passante à forts signaux et à petits signaux. On peut assez comprendre que si on est ici à 100 ampères, ça fait un très grand débattement. Et donc, dans la mesure où le temps de montée est relativement fixe, si on monte toujours à la même vitesse, plus on veut monter haut, plus on monte lentement, ce qui est assez logique. C'est pour ça qu'il y a en fait ces dératings. Alors, il faut quand même y faire attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bande passante a beau être de 800 kHz, on peut regarder que à 100 kHz, par exemple, eh ben, la mesure, en gros, c'est 50 ampères. Donc voilà, il faut quand même en tenir compte. C'est vrai aussi que sur des courants très importants, souvent le courant sera moins. Enfin voilà, je veux dire, c'est clairement donné dans les specs, donc il faut bien sûr y faire attention. Et là, sinon, on a la bande passante, hein, et on voit que cette bande passante, eh ben, elle est bien à moins 3 dB de 800 kHz. Et ben, voilà, enfin, elle est mesurée à moins 3 dB, ce qui est la norme. Donc voilà en gros pour les caractéristiques principales. Alors, bon, on va maintenant la mettre en œuvre et regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc bien sûr, nous allons utiliser cette tablette Mixig. Alors pour mettre la sonde en œuvre, c'est très facile. La première chose, c'est de connecter la BNC sur l'entrée qu'on va utiliser. Donc là, on va utiliser l'entrée 1, hein, tout simplement. Donc là, voilà, c'est très simple. La deuxième chose est donc d'alimenter la sonde. Et pour ça, prendre le câble fourni ici et le brancher sur le côté sur l'alimentation USB. Et voilà, on a peut-être entendu là ce petit bip, et on peut voir que la gamme qui est actuellement en cours d'utilisation s'alimente on voit bien, voilà, en vert, et on peut bien sûr changer
ici de gamme. Ensuite, ce qu'il faut, c'est régler l'oscilloscope pour qu'il nous affiche vraiment les ampères en fonction de la gamme. Donc là, on va utiliser la gamme 10 ampères. Donc, on va supprimer les voies qui ne servent pas. Et donc là, régler le channel. Alors là, on va régler pour une tension continue. De type courant, de type, comme j'ai dit, x10. Hein, si on était sur la gamme 100 ampères, on se mettrait en x100. Donc ici, x10, c'est correct. Si on a peut-être intérêt à limiter la bande passante, dans la mesure où la bande passante de la sonde, vu c'est 800 kHz, on aura moins de bruit en limitant à 20 MHz. Alors nous allons pouvoir faire la mesure. On va pouvoir régler l'échelle. Je vais mettre à 500 mA par division. Et c'est bien sûr intéressant de connaître directement la valeur. Donc là, dans les mesures, je vais prendre la mesure height, la tension la plus haute qu'on peut avoir. Donc là, je vais mettre à 0 la sonde et centrer la trace, voilà. Et voilà, on peut y avoir. Donc là, on voit que voilà, il y a une petite erreur, hein, mais qui est vraiment minime, hein, et dans les specs. Et là, je vais commencer à augmenter le courant. Donc on peut voir que voilà, le courant augmente bien. Et là, on voit là sa valeur. Et typiquement là, par exemple, je vais me mettre à 500 mA. Et c'est ce que me donne mon alim. Donc voilà, ça me mesure très bien. Si maintenant la bande je mets à 1 ampère, et ben voilà, on voit qu'on est à 1,04. Donc ça fonctionne très bien en continu. Voilà. Et comme je le disais, hein, si jamais j'inversais le sens de la prise, voilà, et ben on voit que c'est symétrique, mais que la tension maintenant devient négative. Donc ça explique bien, hein, ce que je disais, c'est que on a bien la polarité de la sortie dépend bien du sens du courant. Donc voilà, ici on peut voir qu'on peut tout à fait mesurer des courants continus. À la limite, il n'y a même rien qui empêche de brancher cette sonde sur un multimètre. Et voilà, ça donnera bien sûr la valeur du courant. Mais l'intérêt ici va principalement être mesuré en courant alternatif. Alors voyons cela. Alors maintenant, pour faire des mesures intéressantes, eh ben, on va justement utiliser les deux sondes. À la fois la sonde de courant et la sonde justement différentielle que je vous avais déjà montré. C'est là qu'on voit que c'est tout à fait intéressant de pouvoir repiquer la sortie de la sonde de courant, ce qui va permettre d'alimenter la sonde différentielle. Et là, je vais utiliser ce petit boîtier que je vous avais déjà montré, qui permet à la fois de mesurer la tension, et à la fois, voilà, grâce à ce fil-là, justement, d'utiliser une sonde de courant. Ce qui va permettre, là, sur la prise, de mettre différents types de charges et de regarder, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer. Donc voilà, donc là, on voit que si on met en route, eh ben, on a bien la tension et on a bien la tension secteur, hein, voilà, 239 volts, hein, chez moi, j'ai à peu près 240, pic 680 volts. Et bien sûr, le courant, là, il est à 0 vu qu'il n'y a aucune charge. On va commencer par mettre une charge purement résistive, à savoir une ampoule. Hein, voilà, une ampoule de 100 watts. Et regardez ce qui se passe. Et j'allume l'ampoule. Donc là, on voit très bien toujours la tension et la forme du courant. Sachant qu'on voit que voilà, cette ampoule, elle consomme 280 mA RMS, pic 840. Et ce qui est intéressant, bien sûr, éventuellement, c'est de regarder justement le déphasage entre les deux. Et voilà, on va faire phase. Alors là, ce qu'on peut regarder, et on va comprendre pourquoi, c'est que si on regarde en superposant un peu les deux signaux, ils sont en opposition de phase. Alors ce qui n'est pas vrai du tout. C'est évident que sur une charge, je veux dire, résistive, ça ne le fait pas. Mais ça, rappelez-vous encore une fois qu'il y a un sens, et c'est simplement que mon pince, elle n'est pas dans le bon sens. Donc si maintenant, je la mets dans le bon sens, voilà, on voit que là, pour le coup, on est en phase, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut faire attention, hein, au sens, hein, de la pince, et on voit qu'on a un déphasage très faible, de l'ordre de 2, 3, 4 degrés. Alors, en même temps, il faut bien voir que voilà, il y a toujours des retards un petit peu différents. Il ne faut pas s'attendre quand même là à une précision superbe. Enfin voilà, on voit que globalement, c'est en phase. Alors ce qu'on va faire maintenant, justement, on va regarder une charge beaucoup plus complexe. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché ma perceuse, hein, c'est une perceuse avec un variateur de vitesse, et on va regarder un petit peu là la forme des courants. Bon, ce que je vais faire à cause du bruit de la perceuse, c'est que je vais le mémoriser. Hein. Voilà. Donc là, eh ben, on voit très bien, hein, là, ça c'est la tension secteur, et on voit que le courant, déjà, il est un petit peu déphasé, et il y a vraiment une alimentation par pic.
Hein, c'est ça, c'est une sorte de PWM en fait sur le moteur, qui donc l'alimente plus ou moins. Hein, si maintenant on va plus vite, voilà. On peut voir que le courant, déjà, il se déplace par rapport à la phase. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Hein, au début, il était plutôt vers la fin, et là, il se déplace, et il devient bien sûr aussi plus important. Et carrément, si je vais à fond, bon, on voit que quand je suis à fond, à ce moment-là, manifestement, ça court-circuite le variateur, et là, ça branche le moteur complètement directement. Et là, d'ailleurs, on voit que, pour le coup, le courant, il est sur toutes les alternances. On peut voir que là, par exemple, le courant RMS, il est de 754 mA, mais pic-to-pic, il est de 2 A 88. Hein, ce qui est normal, hein. Je rappelle que RMS, c'est un petit peu la valeur moyenne, hein, c'est la valeur équivalente si tu es alimenté en continu. Et ça, c'est très intéressant, justement, si on veut dimensionner certains fils, certains composants. On peut voir que y a une grosse différence ici entre ces valeurs-là. Enfin voilà, il y a plein d'applications dès qu'on va faire un petit peu d'électronique de puissance. On voit que la conjonction d'avoir à la fois une sonde différentielle pour mesurer la tension et à la fois cette sonde de courant, eh ben, permet vraiment de regarder vraiment ce qui se passe sur des charges justement qui sont pas résistives, parce que bon, là on a vu par exemple que sur l'ampoule c'était pas vraiment forcément intéressant. Donc les applications d'une sonde comme ça, c'est quasiment indispensable, par exemple si on veut mettre au point des systèmes de correction de facteurs de puissance, des onduleurs, justement des variateurs, même des alimentations à découpage, hein. Ça permet de regarder justement comment ça se comporte, de vraiment mesurer le courant crête. Hein, là, on voit par exemple qu'il y avait des crêtes de courant, mais que le courant moyen était beaucoup plus bas. Bien, et ben voilà pour la présentation de cette sonde Mixig. Sonde Mixig dont, encore une fois, je suis plutôt très content. Hein, je vais lui donner une bonne note. Hein, je veux dire, enfin, voilà, c'est largement 17-18. Je veux dire, enfin, de toute façon, on retrouve le même niveau de qualité qu'on a et sur les oscilloscopes et sur ces sondes différentielles que je vous avais mis. Et vraiment, enfin voilà, pour moi, c'est quand même un très bon produit, hein, sachant que ce genre de sonde, généralement, ça vaut quand même relativement toujours très cher. Si vous avez justement des applications un petit peu fort courant, je pense que c'est un investissement qui peut vraiment être rentable. Comme d'habitude, hein, je mettrai en lien dans la vidéo, bon voilà, enfin tous les liens sur le constructeur, là où vous pouvez la trouver, si vous voulez plus d'informations. Tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive, Maurice? Ta belle-mère a été enlevée. Ils t'ont contacté, ils ont dit qu'ils allaient t'envoyer un de ses doigts pour prouver qu'ils l'avaient bien enlevé. Et alors, qu'est-ce que t'as dit? Que tu préférais pour être sûr qu'ils t'envoient la tête. Sacré Maurice. Que le grand hall démon des champs magnétiques vous fasse de belles mesures de courant et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.